comment est-ce qu'on va faire en France ce que font les Américains très bien, c'est-à-dire une saison par an, avec un atelier d'écriture structuré, un processus industriel très précis. Il est arrivé avec une idée qui était le Bureau des légendes. On a ensuite recréé un système qui allait pouvoir faire en sorte qu'il soit showrunner, auteur-producteur, dans un cadre qui est quasi militaire, à la fois d'un point de vue créatif et artistique. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. J'ai toute ma vie recruté des gens qui avaient le courage de se vendre. Quelqu'un qui dit j'en sais rien, mais voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai comme super pouvoir dans ma poche arrière. Exactement. Il faut jouer ça, et de toute façon, à la fin de la journée, c'est que des êtres humains qui peuplent ça, et les histoires, et la manière de les raconter, c'est ce qui nous distingue. Les êtres humains aiment les histoires. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Vanity Fair, tous les ans, faisait le Establishment 100, c'est-à-dire les 100 personnes qui faisaient les médias, la tech, etc. Dans le monde. Et les 100 étaient réunis dans un club, personne ne sait, mais qui existe toujours, qui s'appelle the Sun Valley Conference. Et tous les moguls de la planète se retrouvent sur invitation par une banque. Je lui dis, voilà, il faut que dans les 5 ans qui viennent, Canal soit invité à cette conférence. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec Alex Berger, un homme de médias, entrepreneur, conseiller de Pierre Lescure et surtout producteur, entre autres, de l'émission culte Rapido et plus récemment de la série Le Bureau des légendes. Pour Alex, savoir raconter des histoires est ce qui nous distingue en tant qu'être humain. Et il nous en raconte une incroyable, la sienne. Les débuts à Télé Monte Carlo, ses premières productions en France pour TF1 et Canal+, puis la BBC, avec notamment Antoine Decaune. La stratégie pour hisser Canal+ dans le top 100 Vanity Fair, ou encore le récit du rachat incroyable de Universal par Vivendi qu'il a initié. Enfin, il nous explique comment, pour le Bureau des légendes, il a importé et adapté les techniques de production américaine industrielle en plaçant un showrunner au centre de la création. On discute des hasards de la vie qu'il faut transformer en opportunités et de la nécessité de réinventer des processus pour réussir dans le monde mouvant des médias et des technologies. Nous verrons donc tout cela dans le premier épisode, puisque cet entretien sera découpé en 2 parties. Abonnez-vous sur le site www.weareallmedia.com ou sur vos plateformes de podcast préférées pour être informé de la sortie prochaine de la seconde partie. En attendant, je vous laisse avec cette passionnante première partie. Bonne écoute. Bonjour Alex. Bonjour et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, merci. Bienvenue sur We Are All Media. Je suis très content de vous recevoir, mais aussi de vous rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas. La liste pour laquelle je voulais vous inviter sur ce podcast, elle est longue. D'abord parce que vous avez un parcours d'entrepreneur dans les médias qui est assez hors norme, et que moi je suis moi-même entrepreneur, donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, parce que vous êtes un producteur accompli, avec notamment le Bureau des légendes. Également parce que vous avez une double nationalité franco-américaine qui vous offre une vision peut-être différente sur l'industrie des médias en général. Et enfin, parce que vous avez écrit le rapport Berger pour le CNC, pour lequel vous avez réfléchi à un modèle de production de fiction en France. Bref, beaucoup de sujets, un temps assez limité. Donc, je vous propose qu'on démarre sans perdre de temps. Par la première partie du podcast, qui est la partie parcours. Et la première question que je voulais vous poser, c'est que vous l'écrivez dans le rapport Berger que vous avez toujours été animé par la volonté profonde de raconter des histoires. Et je voulais vous demander si c'est ça qui vous a amené à travailler dans les médias. Alors oui, je pense que comme
je ne viens pas de ce milieu du tout. Et quand je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, je ne parlais pas français, donc j'étais animé encore plus par ce qui était important pour moi, c'est-à-dire les histoires, et j'écrivais plein de petites choses quand j'étais petit, dès que j'ai su écrire, et même avant quand je les dessinais, et comme tout le monde quand je les vivais et quand je les imaginais. Et j'ai trouvé ça, le monde parallèle ou en plus que l'on pouvait créer, je trouvais ça vraiment excitant, et je trouve toujours ça excitant, et je trouve que il n'y a pas de grâce plus incroyable que d'avoir une idée originale et de le voir se matérialiser. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Mais en plus, quand c'est approprié par plein de gens, et plein de gens qu'on ne connaît pas, c'est un sentiment et quelque chose de très émouvant et très unique. Donc très tôt, j'avais envie de faire ça. Chez moi, c'était pas... personne n'était dans ce milieu, et donc j'avais un parcours qui était plutôt sciences politiques à un moment aux États-Unis, et c'est une opportunité. J'avais toujours envie, mais je voyais pas très bien la porte d'entrée. D'accord. Enfin, dans la fin des années 70, début des années 80, j'ai eu une opportunité. J'étais à la fac aux États-Unis. Les examens finissent début mai. D'accord. Mes potes français, leurs examens, c'était plutôt fin juin. Donc début juillet commençaient les vacances. Et moi, j'avais donc 2 mois où je devais attendre. Et donc j'étais à Es-Village, à côté de Monaco. Très franchement en train de m'ennuyer beaucoup tout seul, et j'ai envoyé une lettre, car en effet à l'époque il y avait que du snail mail au directeur général de Télé Monte Carlo, sans le connaître. Sans le connaître, je connaissais rien et personne, en disant voilà, je suis américain de Philadelphie, je suis à l'université, j'aimerais bien faire un stage chez vous, je bricole dans la télé de l'université, mais alors vraiment bricoler, mais ça m'intéresse, je suis disponible et je suis pas cher. Et en fait, j'ai eu quelques jours plus tard une réponse par courrier qui était venez me voir. Et donc je me suis pointé, et je suis devenu très vite stagiaire. J'étais plutôt le chaouche qui apportait du café au mec qui apportait du café aux gens. Donc vraiment le plus bas de la chaîne alimentaire. À Monaco, à Télé Monte Carlo, dans le bâtiment de Radio Monte Carlo et Télé Monte Carlo, qui était à l'époque un bâtiment énorme, qui est aujourd'hui le Novotel de Monaco. Mais c'était pour moi un truc magique, Monaco et Télé Monte Carlo, parce que c'était une chaîne privée. De Monaco, qui avait une espèce de goût d'Amérique, et Monaco, parce que grâce à Monaco, avait un goût d'Amérique exotique et différent. Il y a ce glamour aussi. Et il faisait des choses pas mal. Enfin, moi, je ne voyais pas la chaîne parce que j'étais soit à Paris, soit ailleurs ou dans les Vosges, et donc je connaissais pas. Mais les peu de moments d'été où on voyait ça, je trouvais ça, mais alors, il y a des preuves en anglais, il y a des bonnes séries, c'est intéressant. Et j'étais donc en stage, et dans cette boîte-là, être stagiaire, c'était vraiment touche à tout. Donc je suis devenu stagiaire script à l'antenne, donc pour envoyer les pubs au milieu des choses, donc en régie, à faire des choses, donc j'étais à faire des conducteurs, à faire des trucs. Donc j'ai appris, mais vraiment sur le tas, plein de choses très vite. Les mains dans le cambouis, en fait. Et c'était le premier jour, quoi. C'était radio et télé.
Non, c'était télé. Que télé, d'accord. Okay. C'était dans le même bâtiment. Les premiers étages en bas, c'était Radio Monte Carlo et au-dessus, il y avait Télé Monte Carlo. Donc c'était quoi à l'époque les contenus? C'était du flux beaucoup? Il y avait des programmes de flux incroyables. Il y avait eu un programme interactif fait par Max Lafontaine qui était avec Atari et vous utilisiez votre téléphone avec des chiffres, un clavier pas rotatif mais les touches, avec les touches. Et on faisait en haut, en bas, à droite, à gauche, et on pouvait utiliser ce téléphone et donc la fréquence audio pour faire bouger un curseur, etc., et de faire de l'interactif, du Pong en direct. Ouais. Je trouvais ça, mais putain, super. Le précurseur de Hugo Délire, en fait. Le précurseur avant tout le monde de l'interactivité totale. En télé. Ouais. Donc c'était un jeu à l'antenne. Il y avait beaucoup d'animateurs de l'époque de Radio Monte Carlo qui faisaient des magazines, etc. Et moi j'étais donc stagiaire et à la fin de l'été, Princesse Grâce de Monaco est décédée dans un accident de voiture. Et moi j'étais en train de repartir en fait à l'université de Pennsylvanie. Et le directeur général, Michel Lacroix, est venu me voir en disant, il est venu dans la salle en disant, quelqu'un parle-t-il anglais? C'est vraiment aussi simple que ça, hein, et c'est terrible. Je dis, oui, moi plutôt bien. C'est très bien. Tu vas t'occuper de la mondovision des obsèques. Alors, je savais même pas ce que c'était une mondovision. J'avais aucune idée de ce dont on me parlait. Et il dit, voilà, il faut que tu coordonnes avec toutes les chaînes qui vont arriver, l'organisation, la logistique de ce qu'on va être obligé de mettre en disposition en tant que transmetteur officiel des obsèques de la princesse Grâce. Et j'ai dit OK, j'avais aucune idée. Et puis je me suis retrouvé, encore une fois, le hasard des choses, avec les chaînes des networks américaines, CBS, NBC, ABC, qui arrivaient, et c'était des équipes de Philadelphie, car la princesse Grâce était de Philadelphie. D'accord, donc, tout se recoupe. Tout se recoupe, donc tout d'un coup, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais voilà, je suis là pour... Donc c'était étrange. Et puis, autre hasard de la vie, mais ma famille américaine avait une cabinet d'avocats à Philadelphie et représentait la famille Kelly. Kelly, c'est la famille de la princesse Grâce, Grace Kelly. Et donc, voilà, j'avais la possibilité d'avoir des informations, en tout cas, qui émanaient de la famille Kelly. Exclusive, mais enfin, j'avais une voix directe avec leurs avocats, en fait. C'était assez étrange. Donc voilà, le malheur des uns fait l'opportunité et puis le bonheur des autres, puisque à la fin à la fin des obsèques, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, j'avais l'idée que ça s'est bien passé. J'étais accro. Je trouvais ça incroyable de m'occuper de tout ça. Les gens de CNN, cette nouvelle chaîne à l'époque qui arrivait et qui installait une régie et des liens satellites quand nous on avait du mal à faire marcher nos walkie-talkies d'un étage à l'autre. Enfin, tout ça était très excitant pour moi. Et j'étais convoqué par le PDG d'RMC TMC de l'époque, qui s'appelait Jean-Claude Eberlé, qui est devenu par la suite patron de France Télévisions, enfin d'Antenne 2. D'Antenne 2, ouais. Voilà. Et j'arrive dans un bureau gigantesque, présidentiel. Je ne crois pas qu'il ait vraiment levé la tête, donc je me suis mis debout à attendre qu'il me parle. Et j'avais vraiment la trouille, je pensais que, voilà, j'ai devant moi une lettre du protocole du palais. Donc j'ai dit OK, c'est bon, je reviendrai plus jamais. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Mais au moins, voilà, je vais retourner faire mes études de sciences politiques, ça va très bien se passer. Et il me dit, voilà, ils sont vraiment heureux de la qualité et de la dignité qui a été faite, la logistique était parfaite. Donc on m'a dit que vous étiez aussi parmi l'équipe responsable de la Mondovision. Est-ce que ça vous intéresserait de devenir rédacteur en chef du journal d'RMC TMC, du Flash? Je pense que j'avais 21 ans. À quel âge? Voilà, 21 ans. J'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, je vais donc faire quoi exactement? Vous allez à la rédaction d'RMC choisir les journalistes.
C'est-à-dire, je vais, moi, à 21 ans, choisir qui va passer à l'antenne. Oui. Et puis, vous allez organiser, c'est un flash de je sais pas quoi, 15 minutes, je me rappelle plus, qui était à 18h ou 19h, je me rappelle même plus de ça. Et donc, j'ai dit, ouais. Alors, je suis sorti et comme ce bureau était très long, j'étais, merci beaucoup. Vous n'avez pas hésité à ce moment-là ? Comment ? Vous n'avez pas hésité à ce moment-là ? Non, mais j'ai dit oui sans réfléchir et je suis sorti. Okay. Et pendant que je faisais les pas en sortant de ce grand bureau, je me suis dit mais attends, mais c'est n'importe quoi. Enfin, d'abord comment je vais gérer ? C'est pas possible. Ouais. Donc j'ai dû d'abord gérer mes parents. Mon père qui c'était très important les études pour lui. Il avait été à l'université de Pennsylvanie comme toute la famille, donc ça c'était compliqué, on va dire. Ça a jeté un froid. Ma mère était plus réceptive, elle qui était artiste, elle comprenait mon envie et comme j'en parlais tout le temps, j'aimerais un jour être dans les médias, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je disais réalisateur, je disais producteur, mais je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc elle a dit OK, je m'occupe de papa, tu restes dans l'appartement et il faudrait quand même que tu sois payé. Donc, je crois que j'étais payé je crois qu'on était à 1500 francs par mois. C'était pas beaucoup d'argent. Ça paraît pas beaucoup. Non, mais dans tous les cas de figure, c'était pas beaucoup d'argent. Ouais. Et mais je me suis éclaté et j'ai rencontré des gens incroyables. Foucault était à l'antenne, Moustique qui a ensuite fait voilà, exactement. C'était le réalisateur de Foucault. Alain Chabat était là. On est devenus extrêmement potes. On a cohabité dans cet appartement ensemble. Et voilà, donc c'était là le premier moment. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres moments clés qui, par la suite, ont été... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance depuis 35 ans de vivre pleinement les changements de paradigme profonds des médias, entre ce qui était rare et cher à l'époque de TMC, une fréquence... C'était l'État, c'était TDF et il n'y avait pas de prix parce que c'était impossible. Et puis la privatisation qui a fait en tout cas, tout d'un coup TF1, la première chaîne devient privatisée. Quelques temps après, c'est Canal. Enfin voilà, en 84 c'est Canal, puis 86 c'est les chaînes TF1, puis la 6 et puis la 5 par la suite. Et plus on avance jusqu'à aujourd'hui, plus on constate qu'une chose, le dénominateur commun, c'est la bande passante. Ce qui était rare et cher est devenu une commodité. Et donc maintenant, dans le confort de ce salon, on peut, comme vous le faites, faire un podcast ou une série ou ce qu'on veut. En tout cas, on peut diffuser dans le monde entier pour un prix dérisoire du moment que l'on est un abonnement en fait basique à un opérateur télécom. On est opérateur, diffuseur, producteur, etc. Et donc, moi, j'ai vécu ça, et j'ai vécu le numérique de l'intérieur. Donc, d'abord, j'ai vécu... j'ai su très vite, en fait, que ce qui m'animait était cette idée de créer. De fabriquer et de respecter cette fabrication. Donc, on a tous 100 000 idées par seconde. Ils sont partout, faut les ramasser, mais c'est une énergie incroyable et c'est parfois la chance, ou en tout cas saisir les opportunités au bon moment pour justement appliquer cette énergie et y réfléchir. C'est-à-dire passer beaucoup de temps à dessiner comment ça peut exister. Et comme je ne venais pas de ce domaine-là, j'avais pas d'a priori. Donc quand on a commencé
Antoine Decaune. Alors, je fais juste un petit. Ah oui, je suis allé aux États-Unis entre-temps. Ouais, alors, j'ai fait de l'animation, mais bon. On va suivre un peu le parcours rapidement et je fais juste une petite parenthèse parce que je trouve ça assez remarquable. C'est que on dit souvent pour entrer dans les médias, il faut connaître des gens, il faut avoir une expérience de plein d'années, il faut être professionnel, etc. Là, il y a un beau message, c'est que on écrit une lettre, on saisit une opportunité. Et parce qu'on est passionné, après ça s'enchaîne. Mais voilà, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on peut aujourd'hui, il faut pas avoir peur parce qu'on n'est pas dans les médias. On peut saisir des chances, prendre son courage à deux mains, envoyer des lettres, des mails, contacter des gens. Ça peut marcher. Mais non seulement ça peut marcher, ça marche. J'ai toute ma vie recruté des gens qui avaient le courage. Ouais. De se vendre, de venir en disant voilà, alors ils investissent leur cerveau dans une entreprise, dans un projet ou dans un programme que nous avions, mais quelqu'un qui dit j'en sais rien, mais voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai comme super pouvoir dans ma poche arrière. Exactement. J'ai aucune idée, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il faut jouer ça. Et de toute façon, il y a, c'est que l'humain. Hein. À la fin de la journée, c'est que des êtres humains qui peuplent ça. Et les histoires, puisque on parle de ça, le centre de ma vie, les histoires et la manière de les raconter, voilà, c'est ce qui nous distingue. Les êtres humains aiment les histoires. Donc, quelqu'un qui arrive en disant « J'en sais rien », et vous non plus. Ça marchera pas. Mais peut-être que mon énergie plus votre système ou votre processus ou votre univers, ça peut donner quelque chose. Et les gens qui sont très francs, voilà, c'était mon cas. Et j'ai dit, voilà, j'ai du temps, je vous coûte rien. Je viens, voilà, je prendrai le bus le matin et je repars le soir. Vous vous occupez de rien. J'ai juste besoin de comprendre si c'est ça ma voie. C'est ça. Et moi, je pense que c'est très important. Et donc, c'était une idée qui était très américain pour moi de l'opportunité. Just do it. Tente-le. Voilà, ça marche pas à tous les coups. Faut avoir une certaine résilience, il faut avoir une certaine énergie. C'est la même chose quand on est entrepreneur. On prend des risques, on prend des positions. Avant, on y a réfléchi, on trace une espèce de feuille de route et on essaie de régler les problèmes avant pour pouvoir régler les 1 milliard de problèmes qui vont se présenter et on n'a pas réfléchi. Évidemment. Donc, c'est chaque fois une aventure. Donc, oui, je pousse. Et donc, voilà, il y a que un nombre très, 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 très limité de places. Malgré ça, je pense que c'est incroyable les opportunités qui existent aujourd'hui. Surtout parce que le monde est en train de de changer. Le métier, les métiers des médias sont en train de changer radicalement. Et je pense que la génération surface aux multitâches qui arrive est unique. Et va pouvoir justement créer des choses uniques. Moi, je suis arrivé à la privatisation de la télé. Antoine Decaune, Tim Newman, on revient Peter Stewart et moi en 86. Je mets de côté mon aventure américaine qui était dingue. Okay. Mais on fera une saison. On fera une saison 2. Okay. Mais avant 86, je suis parti aux États-Unis. J'ai pu vraiment monter une boîte de prod. À Los Angeles et on a eu la chance de créer et de faire de la syndication avec une série d'animations basée sur une gamme de jouets. Mais on en reparlera une autre fois. Mais quand je suis arrivé en France, l'idée pour NBDC, puisque c'était notre société, était on va faire des choses qui nous intéressent.
Antoine Decaune s'était déjà fait virer de Canal en 86, était retourné de toute façon chez dans les Enfants du Rock, etc. On faisait Rock Report, donc un petit magazine, mais voilà, pas beaucoup de financement, donc on a été un peu imaginatif, donc on a été chercher des sponsors qui faisaient que plutôt que de fabriquer cette émission pour 200 000 francs, l'épisode hebdomadaire, ça coûtait de toute façon 400 000 à le faire parce qu'on avait des reportages dans le monde entier, parce qu'on avait un réseau. Et donc déjà à l'époque, on était en train de dire, on veut faire des choses qui nous intéressent, qui intéressent ce que j'étais à l'époque, un jeune homme, qui ne sont pas là, enfin qui ne sont pas, pas pléthore d'émissions pour nous dans un ton différent. On va réinventer générationnellement. Et donc ça, c'était non seulement il faut le réinventer, ok, d'accord, Antoine, un ton, Gilles Verland, Yves Bigot, rédacteur en chef, pour Rapido notamment, on va inventer un style, un ton, un rythme différent. Et on va oser. Et si ça passe, c'est bien, mais de toute façon, on ne veut pas faire de concessions. Voilà. Et donc, on est prêt à ne pas faire plutôt que de faire du... Non, mais plutôt que de faire du... On est content, on fait. Non, c'était on fait et on fait bien. Du coup, il faut réinventer un système. Il faut inventer un système, un processus. Et c'est là où moi, je sais faire ça. Ça, c'est mon côté ricain. Et le génie des Américains, c'est qu'ils inventent des métiers, ils inventent des industries et en même temps, ils inventent un processus industriel. Et ils le font tout le temps, que ce soit d'ailleurs pour fabriquer des avions ou pour fabriquer Google. C'est exactement la même chose. Et ils ont un truc en plus, c'est que chez eux, ils ont assez d'argent et assez de gens qui ont besoin de placer leur argent en disant, dans le doute, pareil. Il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, il y a un truc inventé et donc voilà, on invente ça. Donc on a fait ça en 86, on a fait ça et on a commencé, notamment avec Rock Report, à vendre une émission ailleurs parce qu'on n'avait pas assez d'argent. C'est ça que j'allais dire. Moi, ce que j'avais vu, c'est que ce que je trouvais intéressant sur cette aventure-là, c'est qu'il y a eu tout de suite un côté international dans lequel vous allez me raconter, mais vous êtes dit tout de suite, on peut peut-être produire une émission pour plusieurs pays, en fait, c'est ça ? De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, c'est ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Encore une fois, on n'était pas à 20h30 ou 20h50, on avait des budgets de niche pour le ghetto, qui était le public des jeunes, ou des jeunes adultes à l'époque. Donc, en effet, c'était compliqué. Donc, on a dû vraiment réfléchir à une ligne, une philosophie. Et donc, ça, c'est complexe. C'est dire, OK, oui, on est différent, ouais, on va faire mieux, etc. Mais là, on n'avait pas le choix. Mais on n'avait pas le choix économique. Et Tim Newman était et toujours un incroyable vendeur. D'accord. Et donc, à l'époque, il sortait de TF1, je crois, où il était vendeur de programmes, etc. Donc, il connaissait le marché, et vraiment, on a dit, mais si on vend pas, on perd de l'argent. C'est pas jouable. Avec l'ambition et l'exigence qu'avait Antoine Bigot sur Rapido, fallait que ça marche. Donc déjà, fallait que ça marche en France. On va dire la première saison, fallait que ça marche un peu en Rapido, France. c'était sur TF1 d'abord. Sur TF1, c'était 90 minutes. Et quand TF1, du temps de Francis Bouygues, était en train d'élaguer, ou en tout cas de trouver des économies dans leur grille, c'est de toute façon les trucs qui n'étaient pas les plus rentables, à l'époque, qu'ils voyaient en premier. Donc à un moment, ils ne payaient pas leurs factures. Et ils ne les payaient pas avec une méthode qui était celle du fabricant d'autoroutes qu'ils avaient, c'est-à-dire en gros, je paye pas les factures, donc les gars reviennent et on renégocie à la baisse. Et donc j'ai dit OK,
plutôt que vous me devez 5 millions de francs, il me propose 2. On n'a pas le choix, sinon on ferme la boîte. On les accepte, mais pendant qu'on est en train de négocier, j'attends le chèque qui m'est fait. On est déjà en train de négocier ailleurs avec Canal+, pour faire la même émission, mais pas en 90 minutes, en 30 minutes. Donc, Rapido devient vraiment Rapido, c'est-à-dire Antoine parle très très vite parce qu'on veut dire autant de choses en moins de temps. Et donc, ça devient un phénomène dingue. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous tournez aussi en anglais? C'est ça? Alors, la BBC, Janet Street Porter et Alan Yontub, qui sont des programmateurs des années 80 incroyablement, qui ont révolutionné la BBC, voient l'émission et disent ça nous intéresse, quoi. En gros, faites une version anglaise. Donc, on a fait... Antoine Decaune parlant en anglais, j'ai vu les extraits. Voilà, très vite. Avec un accent français. Voilà, Maurice Chevalier, il n'y a pas de problème, il y va et il y va bien. Et donc, il est tellement bon dans les textes, grâce aussi à l'écriture de Peter Stewart et moi. On réécrivait les textes, c'est drôle. Et ils nous mettent en prime time. Sur BBC. Sur BBC One. C'est-à-dire, on ne peut pas rêver plus. Incroyable. Et ça, tout d'un coup, devient un phénomène parce que les gens écoutent, mais tout d'un coup, ils se rendent compte que Antoine est en train de dire des choses, mais de dingue. Il insulte la moitié de la planète. Mais surtout, sa perspective entre un truc très sérieux, rock'n'roll, on faisait des interviews dans le monde entier, très cohérent, donc il y avait une marque. Jean-Baptiste Mondino avait fait le générique. C'était l'époque, les Roaring 80s, avec un ton, un style, les Rita Mitsuko, enfin toute une nouvelle vague, un univers visuel, sonore, qui venait de la France. Voilà, il y avait des choses formidables. Et on a joué ça en plein et c'est devenu gigantesque. Et on en a profité. Enfin, tout d'un coup, un monsieur qui s'appelle Richard Branson voit le phénomène de Rapido là-bas et dit mais j'aimerais bien faire un deal avec vous. Alors Richard Branson à l'époque il est dans la musique, il a Virgin et il a des megastores, etc. Donc il dit j'ai regardé les chiffres, chaque fois que vous faites un sujet sur un groupe, les ventes sont augmentées de 500%, donc ça m'intéresse. Et donc, on monte Rapido TV à Londres en 89, je crois. Oui, 89. Et là, ça devient une chaîne de télé, là, du coup. Non. Rapido TV, c'est une boîte de prod animée par Peter Stewart, aussi un Américain qui était notre chef monteur dans Rock Report, puis de Rapido, et qui est devenu producteur. Et lui habite Londres, et on commence par un truc avec Jean-Paul Gaultier et Antoine Decaune qui s'appelle Eurotrash sur Channel 4. Qui dure 9 saisons, qui devient un phénomène gigantesque sur les trucs bizarres, les bizarreries des cultures européennes, et ça cartonne partout. Alors c'est encore une fois, c'est l'époque Jean-Paul Gaultier est au sommet de son art, habille Madonna, Antoine Decaune c'est justement ce Frenchie drôle avec de l'esprit impertinent, totalement impertinent, etc. Et on fait des dizaines de programmes, de la fiction, du documentaire, etc. Et on bascule tout ce qu'on avait en France, NBDC, sur Rapido TV, parce que c'est là où ça se passe, et on peut faire les deux. Et en 93, je commence à m'intéresser à des chaînes qui émergent. Il y en avait 4. C'était le câble. Et Michel Toulouse et la Générale des Eaux avait créé Canal Jimmy, Planète, Ciné-Cinéma et Ciné-Cinéphile. Et je propose à Michel Toulouse de faire un programme qui s'appelle Le Meilleur du Pire. Et Le Meilleur du Pire, c'est tout ce qu'il y a de positif dans l'échec. Et on passe du turbotrain au Concorde, au Minitel, au Bebop, à Bernard Tapie, Raymond Poulidor et le Crédit Lyonnais.
tout y passe, le New Coke et de la musique, etc. Et donc, je m'aperçois que ce nouveau médium, en tout cas en France, ce câble, il y a une liberté. Il y a, en tout cas, Michel Toulouse a inventé un processus industriel de fab. C'est-à-dire, il mutualise les plateaux, la technique, etc. Donc, on vient avec l'idée, avec les réalisateurs et avec les rédacteurs, et ça cartonne et c'est vachement intéressant. Et il me demande de l'aider à réfléchir à ce que peut être la stratégie des nouvelles chaînes émergentes du câble. Et donc, on fonde multithématique à partir de ces 4 chaînes-là. Qui est aujourd'hui chez Canal. Absolument. Bah, c'était déjà en partie chez Canal. Ouais. Et voilà, des 4 chaînes, ça devient 45 chaînes et on fait rentrer TCI, Telecommunications, et John Malone, qui est encore aujourd'hui avec Liberty Media un peu le parrain de tout ce qui se passe dans la télé. Et il investit $150 millions dans la boîte et on y va. C'est incroyable, c'est-à-dire que moi, à l'époque, en fait, ça naît d'une idée de la compagnie des eaux. Ouais. C'est quoi leur intérêt à cette époque-là ? Ils ont des tuyaux qui emmènent l'eau chez les gens. Ouais. À côté des tuyaux qui emmènent l'eau chez les gens, ils mettent des câbles qui emmènent peut-être autre chose, la télé. Et donc, quand ils ont des concessions, ils disent, voilà, on va creuser le tranché. Donc, on va mettre le tuyau d'eau et puis on va mettre aussi un autre tuyau dans lequel on va passer des câbles pour emmener du data. Et Guy de Joigny à l'époque et Étienne Mallet, c'est Étienne Mallet qui est devenu producteur de cinéma, donc sont là, ils voient le futur. On regarde vers l'ouest, on regarde ce qui se passe aux États-Unis dans les concentrations urbaines. Ça sert à rien les paraboles, on peut pas avoir une ligne de vue suffisante, donc on met le câble. Ça va être le câble. Voilà. Et donc c'est très bien les tuyaux, mais il faut les remplir. Et donc on avait ça, et donc il y a eux et un Américain qui il y a la Lyonnaise des Eaux qui a la même idée, la Générale des Eaux. Ouais. Et il y a un Américain aux États-Unis qui s'appelle Telecommunications Incorporated, TCI, et un homme qui est un physicien qui s'appelle John Malone, qui à la fin des années 60 dit physiquement c'est super rentable de faire potentiellement du satellite, mais quand on a des immeubles et des grands immeubles, c'est très compliqué. Donc, il dit, c'est plus efficace de faire des nodales et d'envoyer des câbles et de proposer un service, qui était à l'époque un service de télé, à des endroits partout qui sont pas forcément que des grandes villes, mais d'abord les grandes villes, mais les grands marchés. Donc, il a une vision absolument unique et très vite, il devient le numéro 1 aux États-Unis et dans le monde du câble. Voilà. Et en parallèle, il a une petite boîte qui s'appelle Liberty Media, qui investit gentiment dans toutes les chaînes qui émergent dans ce nouveau paysage du câble. Petite chaîne qui commence comme Planète, voilà, ça s'appelle Discovery. Puis tout d'un coup, il en a mais des dizaines, et il est le plus gros opérateur en fait audiovisuel au monde. Et puis quand il voit ça, il dit faudrait peut-être que je remonte dans la chaîne de valeur. Donc il prend des parts, il devient le plus gros actionnaire de Time Warner. Il va dans les studios, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment TCI. Je me rappelle plus quelle est la structure des câbleaux, mais j'ai l'impression qu'il l'a vendu. Mais il prend le satellite, il prend tout. Et puis, c'est Lionsgate, mais c'est juste un holding. À l'époque, il y a 13 personnes. La holding vaut 100 milliards de dollars. Et il y a 13 personnes qui y travaillent. Et donc, c'est lui, vraiment, sa vision. Très peu de gens. On prend des parts, on facilite les gens qui savent faire. Et donc, en Europe, il s'était implanté en Angleterre, par la langue, et dans les Pays-Bas.
Et il dit, mais enfin, la France, c'est un gros marché en Europe. C'est un gros marché, mais surtout, ils savent faire des programmes aussi. Donc, voilà. Et donc, je suis allé le convaincre avec Michel à Denver, puisque le siège était à Denver, Colorado. Il a dit, voilà, on va faire ce que vous faites, mais pour le faire, c'est 150 millions de dollars et vous aurez un tiers de la boîte avec la Générale des Eaux et Canal. Et c'était une aventure de dingue, aventure de dingue. Donc là, ça n'a pas duré très longtemps pour moi à l'intérieur de Multithématique, mais la raison pour laquelle j'étais auprès de Michel Toulouse, c'est que je racontais des histoires. Et donc, Michel, des histoires, c'est une stratégie. Donc j'ai dit, Michel, voilà ce que c'est la stratégie. Je vais te raconter une histoire. Okay. C'est exactement ce que j'ai fait avec Pierre Lescure. Ouais. Et Pierre Lescure, à l'époque, m'avait dit, si tu arrives à tenir un an avec Michel Toulouse et à faire grandir les choses, j'aimerais que tu viennes à Canal m'aider à transformer les choses. Et donc, je dis, attends, vous êtes gentil, moi j'ai une boîte, je fais tourner, etc. Et voilà, j'ai commencé avec Pierre Lescure en CDD. Il a dit, mais tu peux pas être en CDD. À l'époque, il était quoi? Alors, il venait de devenir... alors, quand j'ai commencé à travailler avec Michel et avec Pierre Lescure, il était DG. Mais quand il m'a appelé auprès de lui, il venait de devenir PDG. Donc, André Rousselet s'était fait évincer, notamment par l'actionnaire général des Eaux. Et là, il m'a dit, c'était un peu violent pour Lescure, parce que papa était parti du jour au lendemain. Il était, il n'avait pas les mêmes... c'était pas le même bonhomme. André Rousselet, c'était vraiment un stratège hors pair, c'était un entrepreneur incroyable, un politique, jouer au golf avec le président de la République les lundis matins. Mais voilà, et Pierre Lescure, c'était un enfant du rock, un journaliste avant tout, et qui avait, avec Alain de Greff et les quelques autres amis de la forêt, fait Canal+ en termes de programme. Et tout d'un coup, il se retrouvait dans le siège du pilote. Voilà, de la stratégie, de la gestion, et du donc, management. Il avait une vision compliquée parce que il héritait en fait d'un univers. Et il fallait qu'il détermine un peu ce qu'il voulait faire. Et donc, je lui ai raconté une histoire. Et l'histoire que je lui ai racontée, c'était la couverture d'un magazine qui était chez moi, puisqu'il était souvent chez moi à l'époque. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est Vanity Fair. Et Vanity Fair, tous les ans, faisait le Establishment 100. C'est-à-dire les 100 personnes qui faisaient les médias, la tech, etc. Dans le monde. Mais surtout les médias. Je dis, voilà, c'est pas compliqué la stratégie. On est numéro 1 du premium en France. On a l'Espagne, on a un bout de l'Allemagne. Mais si on veut vraiment exister, on doit compter parmi les 100. Et les 100, en fait, étaient réunis dans un club. Personne ne sait, mais qui existe toujours, qui s'appelle The Sun Valley Conference, qui tous les ans, dans la deuxième semaine de juillet, tous les moguls milliardaires et les faiseurs aujourd'hui des médias et de la tech et de la finance se retrouvent dans un camp de vacances dans le Idaho, à côté de Boise, à Sun Valley, c'est une station de ski, mais en été. Et tous les moguls de la planète se retrouvent sur invitation par une banque qui s'appelle Allen & Company, banque qu'on ne connaît pas, qui est une banque d'affaires new-yorkaise qui est au centre de tout ce qui se passe. Et en fait, j'explique à l'époque à Pierre, et je pense qu'on est en 94, fin 94, j'ai signé mon contrat officiel avec Canal le jour des 10 ans de Canal, donc je pense que c'était le 4 novembre 94. Et là, je lui dis, voilà, il faut que dans les 5 ans qui viennent, Canal soit invité
à cette conférence. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. La masse critique qu'on doit avoir, les métiers qu'on doit faire, la différence qu'on doit cultiver, qu'il avait inventé dans les programmes et dans la manière de gérer des abonnés. Mais là, il va falloir vraiment faire un processus, le démultiplier, avoir un footprint plus large. Et donc, ça c'est 94, et j'ai dit sous 5 ans, faut qu'on y soit. Et 2 ans après, on est invité pour la première fois à la conférence. C'est pas grave, il faut encore qu'on fasse une saison 3 pour que vous nous racontiez qu'est-ce qui se passe dans cette conférence. C'est ouf. C'est vraiment des moments incroyables. Mais parce que il y a de l'émulation aussi en termes business, ou est-ce qu'il y a... Tout s'y passe. C'est-à-dire que dans le parking, on se lève à 5 heures, on prend un petit déjeuner tous ensemble à 6 heures, et les conférences sont les présentations se font en gros entre 6h30 et 11h. Ok. Et après, on va faire du rafting avec Bill Gates, Andy Grove et Jeff Bezos, où on va faire du tir à l'arc, etc. Et en fait, c'est juste un prémisse pour que les gens se connaissent. Et sur tous les fusions, tous les deals se font dans le parking ou au petit déjeuner, en gros. Et Allen & Company au milieu en train de dire, on va être entre les deux. On va vous aider. Ok. Donc, oui, c'est ouf. Donc, cette espèce de collusion et incestuosité absolue, mais ça marche bien. Donc, en 2 mots, en 2 ans, vous y êtes. On y est. Qu'est-ce que les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez fait? On a inventé on est les premiers à faire un module de interactif et un bouquet de satellitaires interactifs avec Canal Satellite Digital. On commence à avoir une masse critique en termes de pays. Là, en gros, à la fin en 98, on est du Portugal en Finlande. Et tous les pays au milieu. Donc, on a je crois, on est proche de 20 millions d'abonnés. C'est énorme. On est avec, on est vraiment fort. Mais, je dis, le 5 janvier, je crois, 2000, je dis à Pierre, il est arrivé quelque chose. J'arrive dans son bureau avec je sais que ça va paraître ridicule, mais en fait, un flash qui sort de Reuters. Et je dis, voilà, Time Warner vient de fusionner avec AOL. Il dit, ouais, ok. Et je dis, on est mort. Parce que le plus gros fabricant de contenu au monde à l'époque, qui était Time Warner, a maintenant des abonnés Internet direct, et ils vont les servir directement. Donc nous, distributeurs, par exemple, de leurs films, on est mort. C'est-à-dire qu'à terme, on sera des intermédiaires. Et Pierre dit, ok, super. Et qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on doit acheter un studio. Il y en a 2 qui sont bien pour nous par rapport à ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire de la musique, des choses aux États-Unis et ailleurs. C'est Sony. Et Universal. Donc, Pierre dit, ok, va voir Messier, à la tête de Vivendi à l'époque. Voilà. Et notre actionnaire premier. Donc, je vais voir Messier. Je dis, voilà la situation, voilà le but. Il dit, ok, il comprend très vite. Il faut plus vite que n'importe qui, parce que c'est son métier, les fusions et acquisitions. Il fait ça, et il fait ça au petit déjeuner. Et il sait faire ça très très bien. Donc il dit, ok, on va mettre en route un système. Pierre Lescure va à Davos rencontrer Nobuyuki Hidei, qui est le PDG de Sony. Et il dit, il faudrait qu'on fusionne. Et Hidei dit, même pas une seconde en rêve, ain't gonna happen. Ça ne va jamais se passer. Et moi, en parallèle, je prends un avion et je vais à New York avec l'aide d'un monsieur qui s'appelle Terry Semel, qui était l'ancien PDG de Warner. Et on va convaincre Edgar Bronfman Jr. que sa société, qui s'appelle Seagram et qui détient Universal, doit fusionner avec nous. Et il dit, avec Canal, oui.
Non, pas avec Canal. Moi, je veux bien fusionner, mais avec Canal et Vivendi. Ah oui, forcément. Moi, je veux le tout. Non. Et donc, ça, c'est janvier 2000. En juin 2000, on a fini le deal. Et donc, enfin, on est numéro 2 ou 3 au monde. Voilà. Grâce à cet regroupement. La masse critique que ça représente, tous les métiers que ça veut dire. Et donc, moi, la stratégie, je l'ai faite, je l'ai implémentée, on y est. Je me rappelle du moment où on est dans la tour Universal à Burbank et je suis dans un coin, on attend l'arrivée de Ron Meyer et de Barry Diller qui étaient là-dedans, et donc on est dans le bureau de Lew Wasserman, le bureau de Lew Wasserman, fondateur de MCA et d'Universal. On regarde par la fenêtre et on réalise à ce moment-là ce qui nous arrive. On pleure un peu. Et donc après c'est qu'est-ce qu'on fait Et là, Pierre dit un mot qui m'a bouleversé. Il a dit, là, il va falloir consolider. Alors, faut bien comprendre que Pierre, il est tout, mais c'est pas un homme d'affaires. C'est un visionnaire, c'est un journaliste, et c'était pas un mot à lui. Et donc, j'ai dit, mais c'est-à-dire, voilà. Et déjà, la politique, qui était que 30% de notre vie, devient beaucoup plus importante. La mariée est belle. Enfin, Vivendi a le contrôle sur Canal, ce qui était quand même un peu compliqué auparavant. Et les scuds passent tous les jours entre Vivendi et Canal. Je siège au comité exécutif le lundi chez Canal et le mardi chez Vivendi, et ça devient intenable. Et moi, je quitte la société quand tout ça commence à devenir une aberration pour moi. Et donc, je pars. Ok. Et donc, je quitte la boîte et je monte une société qui permet, de prendre des parts dans des boîtes de contenu et les aider à accélérer leur travail. Et et ça a grandi et on est très content, et ça s'appelle Content Participation, et je fais des films, je fais de l'internet, et je fais plein de petites choses. Est-ce que c'est ce qui a permis de créer The Oligarch? Alors c'était en tout cas un prémisse, parce que je vais des sociétés, j'étais associé à Alain Chabat, à Sébastien Fechner, à Ardisson, à plein de gens. Et non, ce qui est arrivé, c'était Eric qui à un moment avait une idée de financement de cinéma, de titrisation de films, et on a collaboré là-dedans, et à un moment on a commencé à parler et alors t'as pas d'autres idées de films, par exemple, et on a commencé à parler d'un projet ensemble qui était la chute du mur et l'arrivée de l'ultracapitalisme en Russie et l'existence de la Russie, donc les oligarques. Et c'est devenu notre premier projet. C'est ça, ouais. Et ce premier projet était fondateur, The Oligarchs, et donc on a appelé la boîte en 2008 The Oligarchs. Et on a commencé à développer un système, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en France ce que font les Américains très bien, c'est-à-dire une saison par an avec un atelier d'écriture structuré, un processus industriel très précis. Et donc nous sommes allés aux États-Unis pour travailler sur la série des Oligarques. Et Eric a vu et compris comment ça se passait, pas théoriquement, mais là vraiment physiquement. Et on a ensuite passé 1 an et demi à traduire, adapter le système WGA américain à ce qu'on avait comme ambition en France. Et il a fait Mafiosa, il avait fait un film après qui s'appelait Moebius. Et puis après Moebius, il est arrivé avec une idée qui était le Bureau des légendes. Et
voilà, on a ensuite appliqué beaucoup de choses, à recréer un système qui nous donnait cette ambition, qui allait pouvoir faire en sorte qu'il soit showrunner, auteur-producteur, dans un cadre qui est très précis, quasi militaire, à la fois d'un point de vue créatif et artistique, il est le patron créatif et artistique, dans un cocon en titane que je mets en place, qui est le producteur, et de financer cette ambition, de convaincre avec lui, de convaincre une chaîne. Mais avant de pouvoir le convaincre, fallait monter le système et le financer, ce que nous avons fait avec un garçon qui s'appelle Pascal Breton. Et ensuite, Fédération. Qu'on a Fédération est née un peu de tout ça. Et voilà, on a bâti un processus, et dans cette exigence et dans la vision qu'avait Eric Rochant, on a appliqué cette room, enfin cet atelier, et depuis 5 saisons, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Si on résume en 3 mots, il y a un showrunner, donc il y a un auteur-producteur au centre qui dirige une salle, writer's room, donc un atelier d'écriture. Comment ça se passe en 3 mots? Il y a une structure pyramidale, je crois. Oui, en tout cas, il est hiérarchique et simple, puisque Eric est à la fois le créateur de la série, il est à la fois le co-auteur de chaque épisode, donc il fait toujours son pass, peu importe le nombre d'auteurs avant, et puis il est en l'occurrence co-réalisateur de chaque épisode, puisqu'il en réalise, mais aussi il fait les montages à la fin. Donc cette homogénéisation dans la vision de l'œuvre devient devient la fonction précise du showrunner, qui est à la fois donc auteur, co-auteur, en l'occurrence s'agissant d'Eric, réalisateur, avec 5 autres réalisateurs par saison. Il est producteur exécutif avec moi. Et il est aussi l'arbitre absolu de toute la ligne artistique et créative, d'aussi bien dans le choix des décors que tous les autres aspects. Et il est ma responsabilité de faire en sorte que cette exigence, cette ambition, cette vision puisse se faire. Puisse se faire très bien. Alors ça, c'est 50% de l'équation. Un gros 50%, 75%. Mais en fait, mon métier, c'est je fabrique des marques. Et je gère des marques. Je voulais en parler de ça justement. Voilà. Alors, Eric, qui est pas très loin, déteste quand je dis ça, mais mine de rien, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que le public s'empare et généreusement nous donne beaucoup de temps et d'énergie à regarder 10 heures par an pour chaque saison, les 10 épisodes, alors cette marque à engagement émotionnel, le temps qu'il travaille, on doit être géré. Il doit être géré depuis le moment où les textes sont écrits jusqu'au moment où c'est diffusé, même après la diffusion. Donc c'est une implication avant, pendant et après. Et donc ça aussi, c'était un peu unique, notamment en France, qu'un producteur gère la marque. Et gère la marque notamment avec le diffuseur Canal+ et la création originale de Canal. Concrètement, ça se traduit par exemple, vous faites, des expositions notamment. Ça, c'est des produits dérivés, que ce soit des bouquins ou l'expo Espion qui est devenue maintenant première expo de la Cité des Sciences, qui est formidable, et jusqu'au mois d'août 2020. Mais ça, c'est juste des dérivés. Mais l'obsession, c'est de ne pas trahir la vision, parce que tout peut contribuer à atteindre la marque. Donc il est très important pour nous, non seulement de trouver les moyens de le faire vivre entre 2 saisons, mais aussi de contrôler comment d'autres s'emparent de la marque et que l'ADN ne soit pas dégradé. Donc c'est mon obsession aussi. Super. Je voulais juste faire un mot sur le rapport Bergine. En gros, quand on lit le rapport, et puis je mettrai le lien pour que les gens puissent aller lire, il est très clair.
vous notez un défaut d'efficacité, de clarté et de parité globalement dans l'écosystème français. Oui. Juste si on revient un petit peu vraiment en 3 mots, je sais que c'est dur de résumer. Non, mais en 3 mots, c'est très simple. Le système français est un système qui est basé sur le cinéma, qui met le réalisateur en tant qu'arbitre absolu, qui ne donne pas pour moi, la bonne place à l'auteur. L'auteur doit être au centre. C'est ce que nous avons mis en place avec Eric, parce que Eric est auteur. Il est auteur-réalisateur. Et donc, pour moi, ce qui est important, aujourd'hui, et très urgent de faire, c'est définir le cadre de comment fonctionnent les écrits. C'est-à-dire, il faut un cadre avec des minimums syndicaux, de combien on paye. Quel est le canevas qui va déterminer le temps, les moyens, l'organisation complète. Ça, c'est ce que font les Américains. Et ils gagnent un temps fou quand ils font des productions parce que le cadre est déjà défini. Alors après, on module dans un cadre qui est défini et ça, c'est formidable. On l'a pas. Et personne ne l'a en Europe. Et d'ailleurs, ça laisse la place totalement ouverte pour que les Américains imposent le copyright au lieu de jouer avec notre exception culturelle et notamment le droit d'auteur qui est très distinctif. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le respect des droits. Au-delà de ça, je suis producteur indépendant. J'ai pas de problème à faire un deal avec une chaîne qui va être non seulement diffuseur, mais distributeur et financier. Mais faut rémunérer, voilà. En proportion. En proportion, mais etc. Netflix aux États-Unis, quand ils payent pour avoir tous les droits ad vitam aeternam, ils payent un premium significatif. Voilà. En France, pas. Oui. En tout cas, en Europe, moins. Donc, moi, je veux juste que cette verticalisation, notamment des groupes médias, se fasse réellement et que cette production indépendante puisse vivre en gardant un maximum de droits, voilà, ou en tout cas d'être rémunérée, parce que j'ai pas de problème à cette verticalisation, mais j'ai juste besoin qu'une rémunération fair se fasse. C'est-à-dire, en gros, combien on paye pour diffuser et combien on paye pour avoir des mandats ou pour faire du commerce. C'est aussi simple que ça. Et puis, il faut que ce soit transparent. Il y a un manque de transparence dans le marché parce qu'il n'y a pas de canevas, parce qu'il n'y a pas de template pour ça. Et je crois qu'il est important de clarifier beaucoup de choses. Et j'espère que les contributions de ce rapport, mais plus amplement la réflexion qui est en train de se faire avec les rapports différents, la loi audiovisuelle, etc., va prendre en compte tout ça parce que il en va de l'avenir de la production déjà. Oui, de la production et de la production indépendante. Mais bon, voilà, on a déjà perdu la guerre commerciale d'une certaine façon. Il faut remplir les tuyaux, donc on est plutôt bon là-dessus. C'est donc sur ces notes positives que se clôture la première partie de l'entretien avec Alex Berger. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite et fin lors d'un prochain épisode. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.